Bienvenue aux deuxième journée de l'International, organisée par CCI International PACA en partenariat avec Business France et CCI France International, avec le soutien de nombreux partenaires. Donc moi-même, Sophie Mercier, je suis la responsable régionale d'Atios International, qui est une société d'accompagnement à l'international des PME et ETI françaises. Et on est notamment présent dans 18 pays en filiale et on est présent au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Aujourd'hui, donc, on va parler de l'Amérique du Nord. Pourquoi ce sujet? Alors, déjà, est-ce que c'est un marché qui vous intéresse? C'est le plus gros marché mondial, encore aujourd'hui. Et d'après une enquête qui a été réalisée l'année dernière par CCI International PACA, donc auprès de 1200 entreprises exportatrices de la région, vous êtes 17% à avoir dit que vous exportiez déjà en Amérique du Nord et 22% qui avaient dit que vous souhaitiez développer vos ventes à l'international. Donc on va commencer avec Laurence Grelet, donc expert Business France basé à Chicago. Bonjour à tous. Très heureuse d'être parmi vous ce matin. Donc effectivement, moi je suis basée à Chicago. Je représente aujourd'hui l'Amérique du Nord. Business France en Amérique du Nord, c'est à peu près 110 personnes, 10 implantations au Canada et aux États-Unis. Donc l'idée ce matin, c'est effectivement de vous parler d'Amérique du Nord. Alors bon, c'est un marché, je pense que tout le monde connaît un petit peu, même si vous n'y êtes pas forcément tous présents pour l'instant. Donc je vais commencer par voilà, quelques éléments. Ça a été déjà effleuré ce matin. On est sur la première zone économique au monde. C'est un marché important, c'est un marché dynamique et c'est une économie qui est très ouverte. Alors effectivement, il y a un cadre. C'est pas un marché où on se développe, on va dire, de façon opportuniste. C'est un marché qui nécessite de la préparation, mais si cette préparation est faite sérieusement, c'est vraiment un marché qui est ouvert, qui est dynamique et qui présente vraiment un potentiel important dans de nombreux secteurs. Effectivement, la situation est la suivante. La nouvelle administration, donc au niveau fédéral, se retrouve dans une situation, on va dire, un peu désorganisée. C'est-à-dire qu'au niveau de l'État fédéral, vous avez les différentes directions. Même notre ambassade aujourd'hui n'a plus forcément d'interlocuteurs dans les différentes directions de l'administration fédérale. Pour une entreprise, aujourd'hui, rien n'empêche le développement de l'activité. Si je prends un exemple dont vous avez peut-être entendu parler, dans le secteur de l'environnement, la nouvelle administration avait annoncé la baisse des budgets de l'agence de l'environnement américaine, voire même sa fermeture. Ça n'empêche pas qu'en Californie, par exemple, les investissements continuent. J'ai fait un focus sur l'accord qui est entré en vigueur la semaine dernière. Vous en avez peut-être entendu parler. Donc c'est un accord qui a été donc signé entre le Canada et l'Union européenne qui va permettre de faciliter les échanges. Donc c'est un accord qui finalement va changer beaucoup de choses, qui réduit drastiquement les droits de douane sur énormément de produits. Qui va faciliter l'accès au marché public canadien. Donc ça veut dire le secteur des transports, le secteur de l'environnement. Et puis la reconnaissance d'un certain nombre de produits sous indication géographique française protégée. Alors je vous ai mis effectivement cette slide parce que je pense que c'est quelque chose qui est important. Je ne sais pas si dans la salle beaucoup d'entreprises ont déjà tenté l'aventure nord-américaine, où ils sont déjà présents. On le disait ce matin, je pense qu'effectivement, le premier élément à retenir, c'est que c'est un marché avec un potentiel énorme, mais c'est aussi un marché qui est exigeant. Sauf exception, pour moi, une PME, elle ne peut pas en même temps décider d'aller en Amérique du Nord, en Allemagne et en Chine. Ça, c'est pas possible. Un Américain, il est pragmatique, il a besoin d'aller à l'essentiel. Il prend une décision très vite. Il faut présenter qui vous êtes, il faut présenter votre entreprise, présenter votre offre, bien sûr, mais surtout,
faire comprendre à votre interlocuteur comment vous allez répondre à son besoin. Ensuite, alors j'ai mis effectivement dans les relations d'affaires savoir networker, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mot anglais. On parlerait peut-être de réseautage en français. Le savoir, on va dire, développer et cultiver son réseau, c'est quelque chose aussi qui est très nord-américain et qu'on ne fait pas forcément. Voilà, c'est pas culturellement dans l'esprit français ou peut-être européen. Ça veut dire que beaucoup de choses se font à travers des contacts. Vous allez avoir aux États-Unis beaucoup de petits événements en fin de journée qui sont soit directement liés à votre activité, soit indirectement, des événements montés par des clubs d'affaires, etc. Tout l'intérêt de ces événements, c'est de faire se rencontrer les gens. Et puis, autre point aussi, je parlais de marché exigeant. La ponctualité, c'est quelque chose de très important aux États-Unis. Donc, si vous avez un rendez-vous, il faut arriver à l'heure. Il faut arriver à l'heure et en général, un rendez-vous, une réunion dure 1 heure maximum, mais vraiment 1 heure. C'est-à-dire qu'au bout de 55 minutes, il faut regarder la pendule et vous dire ça y est, dans 5 minutes, c'est fini. Parce que dans 5 minutes, c'est vraiment fini. Ils se lèvent, ils s'en vont. N'hésitez pas à vous entourer. Alors, on a tous des réseaux de partenaires que l'on connaît bien, qui peuvent vous accompagner sur place, des cabinets d'avocats, des cabinets comptables. C'est vraiment... Il ne faut vraiment pas faire d'économie là-dessus. Ça a un coût, il faut l'intégrer dans votre stratégie. Mais on est vraiment sur des cadres différents. Les contrats sont différents. La comptabilité est différente. Donc, voilà, c'est ça. Je pense qu'il ne faut pas improviser là-dessus parce que ça peut vous faire perdre du temps puis vous faire perdre de l'argent surtout. Merci Laurence. Je voulais rebondir effectivement sur 2 points. Le marché est l'un des plus compétitifs au monde, clairement. On ne vous attend pas là-bas. C'est sûr que, par exemple, d'avoir déjà un courant d'affaires au Canada, même ne serait-ce qu'au Québec, ça peut vous aider, dans un deuxième temps, à approcher plus facilement les États-Unis. En tout cas, c'est vrai que c'est extrêmement rare de démarrer les États-Unis comme premier pays après la France. Alors, on va maintenant aborder le Mexique avec donc Olivier Soulard, qui est du club CIC International. D'abord des questions. Oui, bonjour, Vincent Kiffer, je suis un jeune start-upper et qui a l'ambition d'attaquer directement le marché américain dès le départ, parce que ma stratégie est mondiale et le marché américain, c'est 50% de l'activité. Est-ce que je dois abandonner de suite après vous aurez écouté, ou est-ce que vos propos supportent quelques altérations sur le monde digital des startups et de la mobilité? Vous avez tout à fait raison. C'est vrai que c'est compliqué parce qu'il y a des dizaines de secteurs, mais c'est vrai que dans le cas des startups, on le voit, c'est peut-être l'exception où on a des sociétés qui de toute façon envisagent leur développement de façon globale et de toute façon se disent que ça va passer par les États-Unis. Voilà. C'est, on va dire, une exception qui confirme la règle. Eh bien, nous allons donc maintenant passer au Mexique. Olivier Soulard, donc du CIC. Moi, je suis représentant du CIC au Mexique depuis 11 ans, directeur du bureau de représentation. Et par ailleurs, je suis membre de la section des conseils du commerce extérieur de Mexico. Très brièvement, au bureau, nous avons 2 casquettes. Nous sommes une banque, donc nous avons une activité bancaire. Nous avons des lignes ouvertes de crédit avec les principales banques mexicaines, ce qui nous permet de confirmer les crédits documentaires émis par ces banques. Nous pouvons réémettre des cautions de marché sur place dans des délais records de 24 heures. Et nous pouvons mettre en place aussi des financements moyen-long terme de biens d'équipement. D'ailleurs, la première opération qui a été faite avec la COFAS sous le nouveau schéma qui date de 2009, d'escompte de crédit fournisseur, a été fait sur le Mexique via la Lones de banque. Donc moi, je vais vous parler du Mexique, donc vu de Mexico, et vous parler plus précisément de la politique commerciale qui se profile avec les États-Unis. Et nous allons voir qu'il y a un grand nombre de points à souligner. Alors, tout d'abord, il faudrait, je pense, remercier dans un sens le président américain, Donald Trump, qui a permis de mettre le Mexique, je dirais, sous les feux des projecteurs de l'actualité.
avec une vision différente de la vision qu'on peut avoir en France. Donc les journaux français, je dirais, devraient plutôt prendre en compte une réalité industrielle du Mexique qui aujourd'hui est une menace pour les États-Unis. Donc ça, c'est une bonne nouvelle que nous apporte le président américain, puisqu'en effet, aujourd'hui, le Mexique produit plus de véhicules que la France ou que l'Espagne. Nous sommes cependant dans, je dirais, une période anxiogène, puisque nous avons des effets d'annonce qui sont assez agressifs de la part du président américain, mais erratiques. Donc le Mexique a commencé d'ailleurs à s'industrialiser grâce aux Américains, clairement, et aujourd'hui, les chaînes de valeur sont extrêmement intégré. Donc ça n'aurait aucun sens d'imposer des droits de douane sur des produits semi-finis qui traversent plusieurs fois la frontière, le tout pour des sociétés américaines. Ça créerait une inflation terrible aux États-Unis. Ce serait clairement, au niveau industriel, au niveau économique, se tirer une balle dans le pied, mais du côté américain directement. Tout est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. C'est pour ça que nous sommes, je dirais, optimistes du côté mexicain par rapport à ces renégociations, qui d'ailleurs étaient peut-être dans un sens aussi nécessaires. Alors les points très importants qui vont être soulignés, qui sont objet de tension, sont les suivants. Paradoxalement, on se rend compte que Donald Trump est le meilleur allié de nos syndicats mexicains, et les Canadiens d'ailleurs critiquent ce sujet, à savoir qu'au Mexique, et ça a été clairement la base de développement du pays, le pays a parié sur des très bas coûts de salariaux. Non ? Donc écoutez, voilà un panorama que j'espère plus ou moins complet. Et si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas, ou des commentaires. Juste une question, vous parlez surtout du Mexique par rapport au traité aux États-Unis. Oui. Est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu le marché mexicain sans la logique Alena, s'il vous plaît. Très bien. Le Mexique est un pays industriel, comme je vous l'ai cité, qui est en très forte croissance, qui connaît une croissance régulière et positive depuis 2009. Et il a souffert en 2009, 2008, 2009, et plus, je dirais, généralement depuis l'an 2000. Je dirais, commencer par le début. Alors, je reviens à l'ALENA parce que c'est le 1994, cette date et ce traité qui a permis au Mexique de rentrer, je dirais, dans la modernité. Donc, il faut enlever cette image du Mexique qu'on peut avoir des années 80, un pays tributaire du pétrole avec plein d'entreprises publiques tout à fait peu rentables. Aujourd'hui, le pétrole ne représente plus que 5% des exportations mexicaines et nous avons affaire à un gros pays en termes de commerce extérieur. Alors, les secteurs historiques porteurs sont le pétrole, on y revient. Le secteur automobile est bien sûr très important, ça représente 20% des exportations. Donc, la chaîne de valeur est relativement intégrée et continue à s'intégrer. Donc, nous, on a beaucoup de PME françaises qui vont s'installer en plasturgie, mécanique de précision, pour être en face de leurs clients qui sont des Valeo, Faurecia, Continental, etc. 25% des ordinateurs achetés aux États-Unis sont fabriqués au Mexique. Le secteur textile mexicain a profité énormément de l'ALENA et a détruit, entre guillemets, le secteur textile américain. Donc nous avons un secteur textile relativement développé. Et il faut souligner que le Mexique a bien sûr vécu sur son commerce extérieur, mais aujourd'hui est un vrai marché intérieur. C'est le 11e marché mondial, 127 millions d'habitants, avec un quart de la population qui a un pouvoir d'achat comparable à la moyenne des pays de l'OCDE, puisque donc le Mexique fait partie de l'OCDE depuis 1994, et 6 à 7% de la population qui a un très fort pouvoir d'achat, notamment concentré sur Mexico, ce qui en fait la 8e ville la plus riche du monde. Et juste une dernière question, à combien vous évaluez l'impact sur l'économie mexicaine de la déconfiture du Brésil ? C'est une question difficile. Sincèrement, je ne pourrais pas y répondre très précisément. Je peux vous dire que de ce que l'on voit à partir de Mexico, les entreprises françaises étaient très axées sur le Brésil, très intéressées par ce marché, bien sûr, énorme, et méprisaient, c'est pas le mot, mais ignoraient un petit peu ou méconnaissaient un peu le marché mexicain. Et aujourd'hui, le relais de croissance est au Mexique, donc s'intéresse en effet au marché mexicain. Donc pour nous, on voit une certaine dynamique qui vient d'Europe, et qui est due en effet au problème brésilien. Pour rajouter, donc, nous on a un bureau donc, au Mexique, en Colombie et au Brésil, et clairement en fait il y a vraiment une dynamique, comme l'a dit Olivier, ALENA avec le Mexique qui est plus tourné vers l'Amérique du Nord
et qui emmène, dans ce cas, plutôt la Colombie, voire les pays andins, avec une zone qui parle espagnol, et le Brésil, qui est vraiment un pays marché à lui tout seul, qui peut avoir une petite dynamique, effectivement, régionale, mais qui est vraiment à travailler de façon spécifique, avec une langue qui est différente. Enfin, voilà, on peut pas se dire on va arriver au Mexique pour essayer de toucher le Brésil, par exemple. Merci à tous pour votre attention et je vous souhaite une bonne fin de journée. Je crois qu'il y a maintenant un cocktail déjeunatoire et puis des rendez-vous l'après-midi pour ceux qui se sont inscrits.